Dorian Meunier est présent avec moi, cofondateur et directeur créatif du coup de Palasagna. Avant de lui laisser la parole, il est juste derrière moi. J'aimerais vous dire que vous avez toujours un chat mis à votre disposition. On pense à vous ici depuis les salons Hoche, depuis cette salle Trocadéro. On pense à vous. Vous pouvez utiliser ce chat. Si vous avez la moindre question à poser à Dorian, je me ferai une joie de lui restituer ses questions. Dorian, je t'en prie. Merci pour la présentation. Bonjour à tous. Merci pour les gens qui nous suivent depuis le live. Donc moi aujourd'hui je suis là pour vous présenter donc notre DNVB Palasagna, donc notre marque de prêt-à-porter éco-responsable développée depuis 4 ans et demi maintenant entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Du coup, je vais pouvoir, pour insérer le projet, donc on est une marque de prêt-à-porter, donc forcément on va pouvoir développer tout un univers autour de la marque, surtout un univers digital que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui, d'où le fait qu'on ait cette partie DNVB, la Digital Native Vertical Brand, donc une marque qui s'est développée à partir des réseaux sociaux, donc pourquoi, comment, je vais pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Donc je pense que je vais commencer par vous présenter une vidéo pour vous montrer nos produits, ce qu'on fait, l'image de marque, et après je vais pouvoir vous expliquer et détailler en plusieurs parties la raison d'être et notre travail sur la marque Palasagna. Bienvenue chez Palasagna, donc je vais vous insérer ma thématique du jour qui va être le développement d'une marque de prêt-à-porter éco-responsable, une DNVB développée entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Donc aujourd'hui, ce que vous avez pu voir à l'image, ce sont des produits qui sont entièrement issus d'une agriculture biologique et certifiée au Pérou, donc des produits qui sont issus d'une matière naturelle au Pérou, que je vais venir vous présenter en 3 grandes parties. Mon parcours, comment j'en suis arrivé à Palasagna, comment on a créé cette histoire de marque, le storytelling de la marque, le business model et comment on a finalement fait le choix de la création d'une DNVB et comment nous on évolue au travers de l'écosystème digital de la marque et comment on travaille aujourd'hui nous principalement sur les réseaux sociaux. En deuxième partie, on va directement parler de la marque, donc la raison d'être, l'ADN, la culture d'entreprise. Notez qu'on est une structure lancée en 2018, donc on a 2 ans, bientôt 2 ans et demi d'activité sur la marque et quasi 4 ans et demi de développement projet, donc entre l'Amérique du Sud et l'Europe, pour notamment la partie développement produit que je vous présenterai dans cette deuxième partie. Et enfin, je terminerai en conclusion sur les différents projets en cours, notamment au travers de notre projet RSE. Donc on a un programme de reforestation en Amazonie, on est en collaboration avec une superbe ONG en Amazonie, donc on finance des parcelles de terrain. Je vous expliquerai et je vous montrerai 2-3 vidéos de nos actions sur place qui j'espère vous feront voyager avec Palasagna. Et on va rentrer juste après sur une partie un peu plus technique, une partie qui me passionne. On va parler un peu de l'univers digital un peu plus poussé, on va parler blockchain, on va parler de passeport NFT. Donc c'est des projets qu'on développe nous en interne au niveau de la marque et qu'on essaye de créer un peu un lien entre le développement durable, le prêt-à-porter éco-responsable et le développement digital numérique. Comment associer ces 2 parties-là. Et enfin, je vais conclure un peu sur une ouverture, quel avenir pour le retail et la place de Palasagna dans ce développement futur du retail au travers du développement digital notamment. Donc moi je suis Dorian, cofondateur et directeur créatif de Palasagna. Donc Palasagna, ça va être l'histoire de 2 entrepreneurs, 2 amis d'enfance. Au départ, moi, j'ai vécu expatrié, donc assez jeune, à Madrid, capitale espagnole. Je vivais dans le quartier de Malasaña, le quartier historique, le quartier artistique de la capitale espagnole, où à ce moment-là, mon associé vivait en région parisienne. Donc l'entité de la marque Palasagna est née du From Paris to Malasaña, qui est mission au sein de la marque. Donc moi, aujourd'hui, je vais être en charge principalement de beaucoup de casquettes, comme beaucoup d'entrepreneurs. On va pouvoir travailler sur tous les aspects de son entreprise. Donc moi, ce qui me passionne réellement aujourd'hui, ça va être vraiment la partie sourcing, développement produit,
Donc ça va faire plus d'1 an et demi que je vis et travaille au Pérou directement sur le terrain avec nos ateliers, nos fournisseurs, pour vraiment proposer un modèle aujourd'hui qui soit cohérent, un modèle qui retrace en fait le commerce équitable, comment développer des produits issus d'une agriculture biologique au Pérou, en Amérique du Sud. Je vais être en charge également de la partie des relations avec les fournisseurs, avec les différents partenaires de tout cet écosystème d'acteurs impliqués, en tout cas nous autour de Palasagna, que ce soit en Amérique du Sud, en France et en Europe aujourd'hui. Et enfin, je vais surtout gérer vraiment cette partie commerciale de la marque, puisque d'expérience, quand je suis d'expérience commerciale, j'étais dans le milieu des startups au départ. Donc voilà, toutes ces casquettes m'ont permis d'arriver aujourd'hui à différentes missions au sein de la marque et finalement toucher à tout et qui me permet d'avoir des journées plutôt rythmées. Donc, l'histoire de la marque, on va parler de Palasagna, on va parler voyage, on va parler Amérique du Sud, donc et storytelling. Le storytelling qui est un peu cette raison d'être de beaucoup de marques, que ce soit dans le prêt-à-porter ou différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, il faut justifier d'un storytelling pour pouvoir vendre son produit, pour pouvoir vendre son image. Donc nous, on a vraiment fait le choix au départ de se concentrer avant même de penser produit. On a voulu penser image de marque, on a voulu penser culture d'entreprise, on a voulu impliquer en fait une communauté dans tout le développement de la marque. Donc c'est pourquoi avec mon associé et meilleur ami d'enfance, on s'était lancé dans une aventure assez particulière. Le choix était de partir faire une étude de marché complète en Amérique du Sud à la recherche d'un sourcing, d'une innovation, d'une matière première. Donc on a voyagé pendant plus de 7 mois en Amérique du Sud, du Mexique jusqu'en Bolivie, en moyenne 2 mois et demi par pays traversé, Mexique, Panama, Costa Rica, Colombie, jusqu'à ce qu'on pendant tout ce voyage, on s'est renseigné, on a découvert un savoir-faire, on cherchait vraiment une culture atemporelle, une culture hors du temps qu'on a trouvée sur l'Amérique du Sud. Parce qu'il y a vraiment toute cette entité, c'est le premier berceau textile au monde, notamment l'Empire Inca, l'Empire Maya. Il y a énormément de traces textiles, c'est les premières traces textiles qui ont été retrouvées au monde. Donc on s'est tout de suite passionné en tout cas pour cette culture qu'on avait sur l'Amérique du Sud. Mais on avait au bout de 7 mois de voyage, on n'avait toujours pas trouvé notre raison de travailler. On n'avait toujours pas trouvé ce filon, je dirais, cette valeur ajoutée que nous, on aurait pu vendre en Europe avec un axe de différenciation, jusqu'à ce qu'on entende parler du coton Pima. Le coton de Pima, qui est une variété de coton qu'on trouve qu'au Pérou. Et donc à ce moment-là, quand on avait entendu parler du coton de Pima, on vivait à Medellín, en Colombie, et on était toujours en Colombie. En Colombie, on s'était rendu compte qu'il y avait une main-d'œuvre dans le textile, mais on n'avait toujours pas cette matière première. Et nous, l'entité même de Palasagna, c'était d'avoir un modèle cohérent et une maîtrise complète d'une chaîne de valeur. Donc on ne pouvait pas travailler en Colombie, on n'avait pas encore toutes les pièces à notre puzzle. Donc on s'est dit, ok, on va s'installer au Pérou, on va développer une marque de prêt-à-porter, un modèle, quelque chose d'assez nouveau. Mais pour arriver au Pérou, on a fait le choix de traverser l'Amazonie. Donc on a entrepris un voyage de plus d'1 mois sur l'Amazonie. Pourquoi je précise toutes ces étapes du voyage, puisque ça nous a permis en fait de développer tous les choix qu'on a fait sur l'entreprise par la suite, notamment ce programme de reforestation en Amazonie où j'y reviendrai un peu plus tard. Donc voilà, on arrive au Pérou après 1 mois de traversée de l'Amazonie, donc un voyage où on s'est vraiment reconnecté avec les choses, avec la nature, avec l'environnement, quelque chose qui aujourd'hui sont les piliers, l'ADN de la marque, en tout cas la nature, l'environnement, l'Amazonie notamment. Et donc au Pérou, on s'est installé pendant plus de 7 mois à développer tout un modèle. On a trouvé ce coton Pima, on a trouvé un fournisseur de coton Pima. Donc où j'y reviendrai juste après d'ailleurs, où je vais pouvoir développer les matières premières. Donc on aime bien dire qu'aujourd'hui on est une marque qui est née hors des sentiers battus, puisqu'on a vraiment pris le temps de connaître un marché, de connaître d'identifier en tout cas toutes les étapes clés à la création d'un produit, toutes les étapes clés d'une chaîne de valeur. Qui sont les différents acteurs d'une chaîne de valeur. On a pris quasi 1 an pour se renseigner, pour étudier le marché, pour comprendre et pour trouver surtout des partenaires que je vais vous présenter juste après. Donc ça a été l'histoire de la marque pour Palasagna et tout le storytelling qu'on a raconté pendant un peu plus de 8 mois. Et j'ai oublié de préciser justement un point assez important où j'en viens tout de suite. On est arrivé sur la création d'une DNVB, donc comme vous le savez pour la plupart sur ce rendez-vous, on est sur le e-commerce connect, on parle de DNVB, on parle de Digital Native Vertical Brand, c'est des marques où le concept digital de la marque digitale ou digitalisée.
Donc nous, au départ, on venait de l'audiovisuel, on était assez bon là-dedans, on faisait du drone, de la photo, on faisait de la création de contenu avant toute chose. Et c'est vrai que pendant 7 mois de voyage, on a raconté une histoire sur les réseaux sociaux de 2 entrepreneurs aller sourcer une matière première sur l'Amérique du Sud. Et on a raconté ça au travers notamment d'Instagram, qui était notre premier support de communication, et Facebook, on essayait de travailler sur ces 2 supports via des contenus vidéo, des contenus photos. On racontait, tiens, aujourd'hui on a rencontré une boutique au Mexique, elle fait tel ou tel savoir-faire. On a essayé vraiment d'être transparent sur tout ce qu'on faisait, et parce qu'on trouvait ça chouette, surtout d'éditer du contenu. On avait un fil directeur sur ce voyage qui nous ont permis d'arriver à créer une communauté, à créer une fanbase, et en fait de pouvoir avoir au départ déjà un premier, une communauté finalement derrière la marque. Avant d'être une marque, on avait déjà cette communauté de gens qui suivaient nos aventures. Donc la création d'une DNVB, ça a été naturel pour nous, puisqu'au départ, on avait déjà une maîtrise finalement de l'écosystème digital, des réseaux sociaux. On était plutôt pas mal dans la création de contenu, on avait beaucoup d'engagement sur nos publications, on avait nous travaillé aussi de différentes stratégies de communication sur on va faire du teasing sur telle vidéo, tel jour on va sortir une autre vidéo, et ce qui nous a permis d'être vraiment à l'aise finalement dans la communication, dans la création de contenu et de comment raconter une histoire avec transparence, et c'est ce qui nous a permis par la suite de vraiment maîtriser en fait tous nos canaux d'acquisition aujourd'hui, notamment sur tous les canaux digitaux. Donc, on a créé notre DNVB, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose certaines questions, puisqu'on se rend compte qu'on est parti identifier une matière première, on est parti travailler sur un coton unique au monde, avec des caractéristiques produits que je vous présenterai juste après quand on discutera de matière première et de sourcing. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que le modèle DNVB est super intéressant, mais qui doit aller de pair avec le modèle B2B, avec le modèle boutique, vendre en boutique, parce qu'aujourd'hui, on vend une matière première qui est noble, qui est premium, qui a un confort, qui a une douceur, qui a vraiment des caractéristiques assez spécifiques. Mais du coup, comment vendre aujourd'hui des caractéristiques aussi nobles via l'Internet, via les stratégies du web marketing, quand aujourd'hui, on se rend compte qu'en boutique, un client qui va pouvoir toucher nos matières, qui va pouvoir toucher nos produits, et en général, un client qui achète, qu'aujourd'hui, sur tout l'écosystème digital, quand on travaille en ligne, qu'on vende sur Instagram, qu'on vende sur Facebook, qu'on arrive à avoir de l'acquisition, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, où on est sur tous ces réseaux-là. On essaye même de rentrer sur TikTok aujourd'hui, mais je suis déjà un peu dépassé, moi, sur ce réseau social. Donc voilà, aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose. On a créé une DNVB au départ. Aujourd'hui, moi, j'aimerais tendre vers un marché qui soit beaucoup plus un marché B2B pour trouver un équilibre finalement dans ce 2 systèmes de vente, qu'on vende autant en ligne et autant en boutique. Donc trouver un 50-50, maintenant, il va falloir bosser tout l'aspect commercial de la marque. Mais en tout cas, l'avantage de Palasania, c'est qu'on est parti au départ avec une communauté de 6 à 8 000 personnes qui suivaient la marque, avec un taux d'engagement qui était plutôt bon au départ sur toutes nos créas de contenu, et qui nous a permis de nous lancer, nous, en crowdfunding, donc une première levée de fonds qu'on a réalisée à la suite de ce voyage, donc à la suite de nos 1 an et demi d'études, de voyage, de prototypage. On est revenu avec une collection qu'on a proposée au crowdfunding donc en 2019, et on a ensuite fait 2 crowdfunding ces 2 dernières années pour 2 levées de fonds d'un peu moins de 23 000 € qui nous ont permis de financer en fait tout le développement d'entreprise. J'en viens maintenant au business model de la marque. On a quelques notions qui vont être importantes. J'ai préféré mettre les mots-clés pour pouvoir vous les détailler directement. Donc on va parler de sourcing bio, de commerce équitable, la stratégie social média, la transparence, la certification. Donc j'ai préféré vous montrer le type de contenu qu'on a développé pendant toutes ces années d'expérience, de connaissances en tout cas sur la création de contenu, sur toute notre chaîne de valeur, comment on travaille avec transparence, qu'est-ce que la transparence. Donc je vais vous montrer une vidéo qu'aujourd'hui on utilise par exemple pour nous faire des pubs en ligne, sur des pubs qui sont pour moi authentiques et belles. Donc je vous montre ça de suite. S'il y a du son. On n'a pas le son? Le son là? Je peux la remettre. Excusez-moi à nos auditeurs live. On a le son? Ouais? Voilà. Plus sympa.
Donc voilà le type de vidéo aujourd'hui que nous on va pouvoir créer, prendre le temps en tout cas de créer pour la majorité des contenus, on les a réalisés nous-mêmes quand on était en Amérique du Sud. Les vidéos que vous pouvez voir en atelier, c'est vraiment pour nous un plaisir de pouvoir faire en plus toutes ces éditions, ce travail audiovisuel directement dans nos ateliers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que toutes les parties prenantes, les gens qui travaillent avec nous, nos fournisseurs et autres, se prennent au jeu de la vidéo, puisqu'au final, c'est ces vidéos-là qui leur permettent de montrer leur travail, finalement, de montrer avec transparence comment créer un produit, quelles sont les étapes de création d'un produit. Et on peut le voir au début de la vidéo. Et on voit au début le col de la chemise, les boutons, comment c'est fait. Et nous, on a adoré raconter cette histoire finalement au travers des réseaux sociaux et notamment au travers de Instagram au départ. Donc, par rapport au business model et les différents points que je vais aborder sur le business model, je vais tout simplement parler de grandes lignes, je vais parler d'objectifs de développement durable. Donc nous, c'est au départ des notions, donc ces objectifs de développement durable, c'est des objectifs qui ont été fixés par l'ONU dans le milieu de l'entreprise, pour pouvoir avoir des objectifs ou au moins pouvoir avoir des connaissances de qu'est-ce que le développement durable. Pour rappel, le développement durable, ça va être 3 piliers majeurs. On va être sur un pilier social, économique et environnemental. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, c'est vraiment 3 piliers sur lesquels on s'appuie, notamment au travers des ODD. Donc, normalement, j'ai les détails sur les ODD que vous pouvez trouver sur notre site internet. Vous pourrez voir comment Palasania répond à ces ODD et pourquoi on a fait le choix de se concentrer sur ces ODD. Donc, ce sera plus intéressant pour vous d'aller regarder le détail sur le site internet, mais notamment le pas de pauvreté. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir faire du commerce équitable, c'est une grande ligne, pas de pauvreté. On ne va pas dire qu'avec notre petite structure de prêt-à-porter et nos quelques milliers de chemises vendues, on va pouvoir sauver la pauvreté. Non, mais ça nous met des lignes directrices à suivre pour pouvoir créer une forme de valeur ajoutée dans notre modèle qui va permettre finalement de faire du commerce équitable, de rémunérer correctement chaque personne, chaque partie prenante, chaque acteur de cette chaîne de valeur pour qu'ils puissent en fait avoir du travail, notamment dans certains nos ateliers au Pérou. Des fois, quand on n'avait pas forcément la place dans un atelier, on allait travailler chez un petit atelier familial où cet atelier familial, sinon on leur donnait pas des chemises peut-être à produire, ils n'allaient pas forcément avoir de travail. Donc on rentrait vraiment dans cette démarche de créer de la valeur, mais surtout une valeur humaine. Donc on rentrait finalement dans cette ODD-là. On allait ensuite pouvoir avoir le travail décent et la croissance économique. En effet, ça revient au commerce équitable, finalement, proposer des bonnes conditions sociales et salariales et pour pouvoir proposer une chaîne de valeur qui va être certifiée. J'en reviendrai après puisqu'on est une marque certifiée également et labellisée. Ça permet de répondre à ces problématiques. Sur les villes et les communautés durables, aujourd'hui, on va avoir un certain nombre de labels en Amérique du Sud, en France, en Europe, qui vont suivre, accompagner notre projet, qui vont nous permettre finalement de construire en effet une communauté tournée autour de la même proposition de valeur qui va être d'ensemble, essayer d'avoir un acquis de conscience, d'essayer de dire on va s'habiller peut-être autrement, qu'une autre mode est possible et qu'on peut être tendance en s'habillant éco-responsable. Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de démontrer sur Palasania. Sur la consommation, la production éco-responsable, voilà, c'est ce que je viens de vous présenter sous ces 3 grands axes. Et puis au niveau de la lutte contre les réchauffements climatiques, j'en viendrai en fin de présentation. Sur notre projet RSE, notamment sur notre programme de reforestation en Amazonie, on est une petite marque, on a 2 ans, on a quand même financé 300 arbres aujourd'hui en 2020 au travers de la vente de notre collection capsule de t-shirts, que je vous présenterai juste après, mais qui répond finalement à cette problématique environnementale de lutte contre le réchauffement climatique et surtout que nous, on s'est positionné entre guillemets par passion, on va dire, pour l'Amazonie, pour en effet ce poumon vert qui est la déforestation. On a entendu parler surtout récemment lors de la COP26 à Glasgow, qui font partie des enjeux, des engagements de certains pays, mais qui sont que des engagements que forcément moi j'ai pas être d'accord avec tout ce qui a pu être signé sur cette COP26. Nous, en tant que petite marque, en tout cas, on a vraiment un réel impact. On sent qu'on a de réel impact, puisque quand on peut financer, en étant aujourd'hui en France, en Europe, en vendant des produits, en finançant des arbres au profit des communautés qu'on a besoin, on trouve ça vraiment circulaire et super intéressant à bosser. Et que je vous le présenterai juste après en détail. Le business model, j'y étais juste avant. On parlait du sourcing bio, on prend Grantin. Donc j'en viens juste ici. Le sourcing, donc avez-vous déjà porté le meilleur coton du monde? Pourquoi le meilleur coton du monde? On s'avance, oui, on s'avance. Aujourd'hui, on travaille sur du coton Pima. Le coton Pima, ça va être 3% de la production mondiale de coton. C'est un coton qui est naturel, qui est encore aujourd'hui ramassé à la main. Notre coton est ramassé à la main dans le nord du Pérou, dans la région de Piura, à côté des champs d'avocats et des champs de bananes. Donc les agriculteurs qui bossent dans nos champs travaillent et sur le coton et sur la récolte des avocats et des champs de bananes.
Bon, après, l'avocat, on sait très bien le sujet en Europe. Il ne faut pas en manger d'avocat en Europe. Mais le meilleur coton du monde, puisque nous, on va avoir des caractéristiques produits sur ce coton, puisqu'elle va avoir des fibres beaucoup plus larges que le coton classique, même que le coton bio qu'on peut trouver aujourd'hui en Europe, que ce soit en Turquie ou en Inde, même des cotons certifiés. Et ce coton Pima va vraiment donner une caractéristique confort, souplesse, douceur au produit. Et nous, on a fait le choix d'en faire des chemises. Donc, on a eu des chemises sur des tissus, on appelle ça du tissu de jersey. Le jersey, ça va être pour utiliser pour les t-shirts. Nous, on en a fait des chemises, tout simplement parce qu'on veut vraiment travailler sur la temporalité du produit. On veut travailler sur des produits confortables, des produits unisexes, no gender. On est vraiment sur des gammes de produits qui sont totalement pour lui et pour elle. Et c'est vrai que ce coton, c'est compliqué de le travailler et on a des coûts de revient qui sont chers parce qu'on travaille sur des produits premium. Forcément, un produit qui est rare, il est plus cher, notamment au niveau de sa matière première. Et du coup, sur ce coton, on va être certifié. Donc, on a vraiment fait le choix de travailler sur une chaîne de valeur certifiée du début à la fin. Donc, ça a été compliqué au départ, puisqu'on est arrivé avec des exigences. On est arrivé avec forcément des exigences, puisque quand on travaille au Pérou, au Pérou ou à l'autre bout du monde, faut pouvoir justifier pourquoi on a travaillé aussi loin et quel est l'intérêt, nous, de pouvoir travailler sur des matières premières aussi exclusives. Donc, on a fait le choix d'un coton PIMA, donc PIMA, certifié GOS, la Global Organic Textile Standard, qui est la certification la plus poussée au monde sur la traçabilité et l'exploitation du coton bio. Ça va être un bureau d'études qui est basé aux Pays-Bas, qui va aller certifier différentes entreprises, donc sous différents audits, des audits qui sont onéreux, qui sont chers, ce qui ressent finalement nous dans nos coûts de production, parce qu'une certification, ça se paye à un moment donné. Donc les fournisseurs avec qui on travaille, nous on a vraiment fait le choix de travailler avec des fournisseurs qui vont être certifiés du début à la fin de cette chaîne de valeur. Donc on va travailler avec un atelier aussi de production dans la banlieue de Lima, donc qui va être certifié commerce équitable. Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'on va être le seul client européen, notamment européen et français, de cet atelier de production au Pérou, qui travaillait déjà avec des fournisseurs avec des clients aux États-Unis, au Brésil. Et nous, on est vraiment arrivés en leur disant, on va travailler ensemble. Il y a eu vraiment une relation de confiance qui s'est installée avec nos ateliers, et on est vraiment parti dans une démarche de co-création en fait avec toute l'équipe de patronistes, puisque au départ ni moi ni mon associé n'étaient du secteur du prêt-à-porter, du textile. Donc on a pris le temps de se former. J'ai pris le temps moi d'apprendre le design textile, j'ai pris le temps de comprendre les matières premières, comment créer un produit, j'ai pris le temps d'apprendre à coudre. Et du coup, ce qui est super, c'est que au départ, on n'avait pas la certification commerce équitable sur notre atelier de production au Pérou. Et en 2020, donc à l'occasion du lancement de notre deuxième collection, ce n'est pas une collection. J'aime pas parler de collection, puisque pour moi, je préfère parler de gamme de produits. Une collection, ça veut dire que si on parle de collection tous les 3-4 mois, on devrait ressortir des collections. Moi, je préfère parler de compléments de gamme de produits. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de proposer des atemporels et proposer des produits qui vont pouvoir se compléter et se porter ensemble pour éviter de produire toujours de nouveaux produits. Si un produit qui plaît, maintenant, l'idée, c'est de travailler plus sur l'acquisition, comment il peut plaire à plus. Donc le commerce équitable, on l'a eu en 2020, donc sur nos ateliers. Donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir parler d'une chaîne de valeur qui va être certifiée bio, GOTS, sur nos matières premières. On va parler d'une chaîne de production, de toute notre production qui va être certifiée commerce équitable. Et puis au niveau national, régional, on a la BPM, c'est la Buenas Prácticas Manufactura, mais c'est un détail, c'est les bonnes hygiènes, les bonnes conditions salariales au niveau régional, national au Pérou, donc ce qui est pour moi une certif super, mais c'est vrai qu'en Europe, on va pas la connaître. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces photos, on est toujours sur cette idée de transparence, sur cette idée de faire des vidéos. Vous allez sur nos Instagram, sur nos sites internet, le Who Made My Clothes est vachement important. C'est pour ça, avant, je l'ai pas forcément précisé. Mais, hop, non. Là, le I Made Your Fib, ça a été la campagne qui a été lancée par le Fashion Revolution World. Aujourd'hui, Fashion Revolution, ça va être une entité présente dans tous les pays du monde qui se bat finalement pour les droits des salariés, qui se bat pour de meilleures conditions de travail, des meilleures conditions salariales aussi. Et ça a été toute cette campagne, vous avez dû la voir passer, c'est le I Made Your Clothes et I Made Your Fibre. Donc ça, c'est une des photos qui a été prise avec notre fournisseur donc dans le nord du Pérou, à Piura, donc dans nos champs de coton. Donc voilà, donc une marque certifiée, transparente. En effet, ce que je précisais, c'est qu'en vidéo sur nos réseaux sociaux, vous pouvez voir nos ateliers, vous pouvez voir en story dans nos ateliers, en train de
de se marrer, à vrai dire, avec tous les gens avec qui on bosse sur cette chaîne de valeur. Et vu que j'ai passé 8 mois confiné au Pérou, pour tout vous dire, ça a été une gestion de crise délicate, mais une gestion de crise formatrice, puisqu'on a pris le temps, en fait, avec 2 mois et demi d'arrêt total des manufactures, des ateliers, des productions. Donc on a dû trouver des solutions, on n'avait pas le droit de se voir, on faisait des visios avec nos ateliers, on cherchait des moyens, puisqu'on était aussi limité. Donc sur des ateliers de production, on avait peut-être 20 couturiers. Sur une semaine, on était limité à 3 couturiers. On a pris 7 mois et demi de retard sur le développement commercial. Et on est encore là, on se bat en tout cas pour faire valoir nos valeurs et le modèle qui doit se développer, puisque aujourd'hui on arrive avec des produits propres et avec une chaîne de valeur qui est propre, et surtout on bosse avec un minimum de conscience. Donc voilà, j'ai parlé des certifications, je vais aussi pouvoir présenter nos différents partenaires. Donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être labellisé, nous, Slow We Are, qui va être le label français de mode éco-responsable. Donc aujourd'hui, la plupart des marques qui tendent à l'éco-responsabilité en France travaillent avec ce label, qui est vraiment un label super. Ils ont notamment sorti récemment un livre, leur premier livre qui va être la face cachée des étiquettes, où ils vont vraiment traduire tout ce qui se passe derrière un vêtement et derrière une étiquette, et c'est super intéressant finalement, puisqu'on se rend compte que sur le textile, l'industrie polluante, voilà, on a déjà les chiffres en tête, on va pas le répéter. Donc on aura Ishpingo qui est l'ONG en Amazonie, qui travaille avec nous depuis 2 ans et demi maintenant sur le cofinancement de ce programme de reforestation que je vous présenterai juste après au travers de notre projet RSE. Et on va travailler avec l'AMSP Pérou, qui va être l'équivalent de Slow We Are, ça va être le label péruvien de mode éco-responsable. C'est une association, l'Association des Modas Sostenibles du Pérou, qui va être une association qui fait vraiment, qui fait valoir toutes les entreprises entrepreneuriales, toutes les entreprises qui ont vraiment un impact, que ce soit au Pérou ou ailleurs. On est la première marque française, la seule marque française à travailler avec ce label au Pérou. Donc c'est juste super, puisque ça veut dire qu'ils confirment toutes nos actions sur place, et je trouve ça vachement authentique. Et puis on va travailler également avec l'Economia Verde, donc ça va être un dernier label plus connu au niveau régional, donc en Amérique du Sud, qui va garantir que on fait partie d'une entreprise à impact durable, et qui va labelliser en général que des entreprises locales, et on est la seule entreprise française, encore une fois, à faire partie de l'Economia Verde du Pérou et d'Amérique du Sud, donc qui justifie que nos actions sur place ont vraiment un impact social, économique et environnemental positif. Donc voilà, vous pouvez voir sur les photos, donc ça a été les différents partenariats qui ont été développés ces 2-3 dernières années, avec notamment du B2B, des boutiques. On peut voir en haut à droite le Arbol Shop de Madrid, chez qui on est rentré il y a à peine 2 semaines. On s'est rencontrés au Wooznext, salon international de mode. Et pour la belle histoire, c'est que j'ai vécu donc 2 ans et demi, 3 ans à Madrid, donc dans le quartier de Malasaña, qui a été les inspirations pour la marque. C'était une boutique sur laquelle j'allais m'habiller, un concept store super sympa, super branché, assez branché écolo aussi. Et aujourd'hui, on travaille ensemble, donc c'est vraiment un plaisir quasi 6 ans après, un peu plus, même si 7 ans après, de pouvoir travailler avec des boutiques sur lesquelles, à l'époque, je m'inspirais de tous ces créateurs que je voyais en boutique. On va voir le Biversa, qui va être le premier concept store éco-responsable du Pérou, avec lequel on est en train d'organiser dès la semaine prochaine un showroom de vente à Bogota, donc un concept store de vente au Pérou qui se développe sur l'Amérique du Sud et qui porte nos valeurs de notre entreprise française au Pérou et en Amérique du Sud. Donc c'est juste un super partenaire. On va avoir le dressing responsable au Canal Saint-Martin, donc à Paris, qui est une super boutique qui va vendre que des produits issus d'une agriculture biologique ou certifiée. Et puis on va voir voilà tous ces différents acteurs. Le premier centre commercial du Pérou au milieu, où on travaille également en centre commercial, et là c'est vachement intéressant de montrer qu'autour que toutes ces grandes anciennes déjà présentes dans tous les centres commerciaux au monde, on peut aujourd'hui trouver du Palasaña. C'est le seul, mais on espère que plus tard on pourra vendre du Palasaña dans plus de centres commerciaux. Ce sera les objectifs en 2022. Et puis on va avoir une super boutique aussi, rue Rangoli, que je souligne, qui est notre première boutique partenaire à Paris, la première boutique qui s'est lancée avec nous dans l'aventure. Et c'est une boutique qui ne fait pas de textile, qui fait simplement des produits de déco, d'art déco, qui vont être issus de projets, que ce soit sociaux, environnementaux, ou avec un fort impact et une forte valeur ajoutée. Donc une boutique upcycling, 100% upcycling, et sur laquelle on va vendre nos produits parce qu'elle valorise vraiment plus l'histoire des produits, et c'est chouette de pouvoir travailler avec différents partenaires qui sont impliqués dans tous ces engagements-là.
On aura la Maison du Pérou à Bordeaux aussi, qui est une boutique du Pérou, qui va vendre du produit du Pérou et qui a tout de suite accroché en tout cas avec notre proposition de valeur et pouvoir montrer en effet tous les savoir-faire que nous on essaye de créer en co-création via une tendance, via un style européen co-créé avec le Pérou. Donc l'idée c'est vraiment de se positionner sur un pont entre l'Amérique du Sud et l'Europe et pour pouvoir devenir une marque éco-responsable sur les deux pôles. Donc voilà, je vous ai présenté nos labels, nos certifications. Quelle heure j'ai 33 minutes, il faudra que j'accélère. Donc là, on va pouvoir parler RSE. Donc je vous ai parlé d'Amazonie au départ. Je vais essayer de peut-être d'étendre le talk pour vous donner peut-être envie de voyager, envie de souffler après cette longue année compliquée. Donc nous, la RSE chez Palasania, c'est vraiment quelque chose d'authentique, quelque chose d'impliqué. J'ai passé 2 mois de ma vie aujourd'hui moi en Amazonie, dont 1 mois passé avec notre partenaire Ishpingo, donc passé à découvrir l'agroforesterie, à découvrir comment planter des arbres, comment travailler en Équateur, du coup cette fois dans l'Amazonie équatorienne, dans la zone de Tena, dans le nord de l'Amazonie, le point le plus au nord de l'Amazonie. Donc je vais vous montrer en images nos actions en Amazonie aujourd'hui et comment on peut vendre un produit aujourd'hui en France, en Europe et avoir finalement un impact en Amazonie. S'il y a du son. Non, c'est moi. La vidéo est plus longue, mais il me reste peu de temps. Alors voilà, en quelques images que vous pouvez retrouver sur notre site internet, dans notre page Notre Projet. Donc c'est vraiment, on est une des premières marques, en tout cas françaises, engagées aujourd'hui pour la refo en Amazonie. Donc rapidement, puisque j'aimerais garder mon point, ma conclusion, qui est un peu plus sur d'autres sujets. Donc notre projet RSE, donc on a en partenariat avec Ishpingo, ONG franco-équatorienne, qui travaille depuis plus de 20 ans dans l'agroforesterie en Amazonie pour vulgariser un peu qu'est-ce que une agroforêt. Une agroforêt, ça va être comme un système de permaculture, peut-être qui parle à plus de monde, au niveau de la forêt. Donc comment planter des arbres dans une forêt pour que on développe au maximum tout l'écosystème et que ce soit un écosystème régénérateur au niveau de la forêt, comme on peut avoir dans son potager. En grande ligne, j'espère que c'était clair. Donc notre programme Robinswood, on l'a mis en place sur une co-création, encore une fois, avec cette ONG, sur 2 t-shirts. Donc le t-shirt T-Wood, que vous avez pu voir juste avant. À gauche, on aura un blanc, on aura un noir, avec le logo en pouce d'arbre que vous avez vu en fin de vidéo. Donc ça va être un partenariat en effet engagé, un partenariat transparent, puisqu'on travaille vraiment au profit des communautés locales Kichwa, donc dans le nord de l'Équateur. Et puis voilà, un projet social, environnemental. Encore une fois, chez Palasania, on essaye de respecter ces 3 piliers du développement durable, qui soient aussi environnemental, social et économique, puisque là-bas, en plantant, en finançant des parcelles de terrain, on permet aux communautés de devenir autonomes là-bas sur, notamment, on plante nous des arbres fruitiers. Sur les 300 premiers arbres plantés, c'était des arbres fruitiers. Voilà, on va quitter l'Amazonie, on va arriver dans des termes un peu plus technique intéressant. Pourquoi Palasania est une DNVB également? Pourquoi Palasania travaille au travers d'un écosystème digital? C'est qu'en 2020, au niveau de notre deuxième campagne de crowdfunding, on s'est associé en partenariat avec TrustPlace, qui est aujourd'hui notre partenaire, peut-être qui nous écoute certainement. Du coup, pour la mise en place de passeports NFT ou certificats de propriété. Donc je vais m'expliquer. Si vous n'avez pas forcément tout compris, on a une page en bas de notre site internet, nos certificats de propriété. Je vous invite à aller la regarder. Pour moi, c'est cette innovation et cette technologie qui permettra aujourd'hui dans le prêt-à-porter d'avoir une gage de valeur, une valeur ajoutée. Comment nous on est arrivé à ces certificats? On se posait la question de la seconde main dans le textile. Comment nous aujourd'hui on peut recycler une chemise en coton Pima éco-responsable quand on travaille déjà sur un modèle économique 100% made in Pérou? C'était pas possible, donc on a fait le choix en fait de lui donner une valeur digitale. Comment lui donner une valeur digitale? On a développé des numéros de série. Donc le procédé est un peu technique. On a un QR code qui est lié à notre nouvelle gamme de produits, donc chemise manche longue. On a 3 chemises manche longue, une blanche, une bleue, une noire, que vous pouvez voir sur notre site internet et que vous pouvez voir sur le certificat en photo.
Et donc on aura un numéro de série lié à cette collection capsule de chemises manches longues, puisqu'on est en série limitée chez Palasagna. Et du coup, chaque chemise qui va être vendue va venir avec son passeport NFT, son certificat de propriété qui va lui donner, comme vous pouvez le voir en image, donc les certifications de produit, la description du produit, d'où il vient, l'histoire et la provenance, et ce sera un passeport en fait infalsifiable, un passeport qui accompagnera votre produit tout au long de sa durée de vie, dès votre achat en boutique, parce que pour l'instant on l'a pas encore mis en place, puisque forcément l'année a été compliquée, il a fallu se centrer plus sur notre savoir-faire, sur notre pilier, le commerce équitable au Pérou, mais ça c'est des projets qu'on espère tendre à l'avenir avec notre partenaire Trustplace, puisque ça va nous permettre en fait d'avoir une réelle valeur numérique sur nos produits, et surtout de connaître nos clients, comment ça marche. Aujourd'hui on se développe peut-être sur un réseau de distribution, on espère à terme développer beaucoup plus notre réseau de distribution en France, en Europe et ailleurs. Donc ce sera pour pouvoir identifier quel va être notre client, comment le client va acheter en boutique. Il pourra, avec un QR code, le vendeur va pouvoir... Je suis bon au niveau temps ? 2-3 minutes ? Il faudra que je boucle alors. Donc on va pouvoir créer en fait le certificat dès l'achat du client, et nous on va pouvoir en fait connaître l'identité de notre client directement à l'achat jusqu'à en fait la revente de notre chemise, où le client va pouvoir vendre sa chemise avec son certificat de propriété pour ainsi toujours garder une valeur dans nos produits qui ont déjà une forte valeur ajoutée au niveau de leur certification. Je vais rester sur j'avais 2 conclusions, donc je vais rester sur la dernière, peut-être plus simple en 2 minutes. Quel avenir pour Palasagna? Donc aujourd'hui, nous, on sort d'une période compliquée, un secteur qui a du mal à se relever. On a une marque quand même de prêt-à-porter éco-responsable. On a dû justifier forcément de prix plus ou moins élevés, mais toujours accessibles, parce que ça a été vraiment le choix de la marque de proposer des prix certifiés de produits de qualité et d'une chaîne de valeur complète. Du coup, l'avenir de Palasagna, on espère à moyen long terme pouvoir trouver des fonds, des financements, puisqu'aujourd'hui, forcément, après cette longue pandémie, on a une trésor aujourd'hui qui est compliquée, donc on cherche des investisseurs pour la suite. Donc on cherche à pouvoir avancer plus vite, à créer une équipe. Aujourd'hui, on va être plus que 3 sur le projet, donc on aimerait avancer, d'avoir surtout des fonds qui nous permettraient de faire valoir encore plus nos convictions et de développer surtout des produits qui ont du sens et un impact positif sur la planète. Et donc pour ceux que ça intéresse, on va lancer à partir de demain, nous, notre opération Fair Friday pendant 10 jours, donc jusqu'à la fin du mois. Donc vous pourrez avoir, en tout cas jusqu'à ce week-end, 15% sur nos produits avec votre code e-commerce connect. Donc ceux en ligne ou en physique, vous pouvez prendre voilà, le photo e-commerce connect pour pouvoir découvrir nos cotons Pima, pour pouvoir découvrir nos valeurs, nos certifications et la marque. Et puis bienvenue et merci pour votre écoute. Merci. On a le temps pour une question, si vous avez une question. Bon, moi, j'en ai une petite alors, si jamais. je donne la mienne. Parce que on a parlé de vente, j'ai cru comprendre, là-bas, sur place. Ça représente quoi, du coup, par rapport aux ventes globales? Enfin, je veux dire, par rapport au marché français. Donc nous, on va être à 90% sur les ventes en ligne aujourd'hui. Donc les ventes sur place, on est en boutique sur place, c'est une minorité, c'est simplement voilà, des produits qui sont positionnés en concept store, surtout pour une démarche de notoriété, de visibilité sur le Pérou, pour pouvoir tester le marché surtout, puisque là-bas on fait finalement du local, puisqu'on fait du made in Pérou. Ok, et ça représente pas forcément une minime grande partie. Aujourd'hui, c'est pas ce qui nous va rentrer sur un chiffre d'affaires, qui nous permet de développer l'activité notamment, mais ça nous permet voilà, d'avoir des fonds sur place. Et quand moi je me déplace, vu que je travaille sur place 4 à 5 mois par an au Pérou, d'avoir déjà un autofinancement sur place. Merci beaucoup. On est obligé de toute façon au moment de rendre l'antenne. Merci à ceux qui étaient présents ici. Merci à vous chez vous et merci à Dorian Meunier de Palasagna, bien sûr. Comment développer une marque DNVB éco-responsable en Amérique du Sud pour l'e-commerce Connect.